Bon ben bonjour à tous. Là, je suis hyper heureux je suis en compagnie en fait de deux développeurs de chez Komodo. C'est l'équipe francophone qui est active justement sur les projets de développement. Ils vont vous expliquer un petit peu leur rôle. Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Pour nous, on est vraiment content de pouvoir vous partager ces expériences parce que c'est vrai que dans le monde des crypto-monnaie, de la blockchain, on a beaucoup l'impression que les projets, c'est un petit peu du vent, de la spéculation, qu'il n'y a jamais vraiment des personnes sérieuses et réelles derrière. Alors que là, vous allez voir, on vous a décoté justement une équipe super sympathique, vitaminée. Et ils sont là depuis relativement longtemps dans les projets. Ils connaissent vraiment bien comment ça marche. On est sur une crypto-monnaie en fait qui est là installée depuis un bon moment dans cet écosystème. Et donc, vous allez voir que, effectivement, contrairement à pas mal d'idées reçues sur la spéculation qui tourne autour de ce monde-là, on a aussi des sujets sérieux qui trouvent du sens, en fait, dans la réalité. Voilà, c'est un des trucs les plus importants aujourd'hui parce que je crois que ce que les gens essaient de remettre en question, c'est l'utilité de la blockchain et des crypto-monnaies. Et puis, là, vous allez voir que les projets sont relativement utiles. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, je vais déjà commencer par dire bonjour et vous présenter, rapidement introduire Dewey Mehta. Et puis Anthony, vous le connaissez, bien sûr, donc c'est mon collègue. Le petit roux. Le petit roux habituel, qui a d'ailleurs beaucoup augmenté la qualité de son son. Vous allez être ébahis. Donc en fait aujourd'hui on a Dewey et Mehta qui sont justement sur des projets concrets de ces équipes de Komodo et ils vont nous raconter, on va faire ça en 2 vidéos. Donc la première vidéo consiste à parler du passé et du présent et on a préféré segmenter ça comme ça. On va faire une deuxième vidéo qui sera diffusée relativement proche dans le temps qui va évoquer le futur. Et donc toutes les nouvelles technos qui vont être implantées prochainement. Donc le mieux c'est qu'on commence justement directement parce qu'on va essayer de tenir dans 30-40 minutes maximum, même si on sait que c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à découvrir. Et puis on a structuré ces vidéos avec, donc on parle un petit peu d'histoire, le début de la technologie, les évolutions majeures, la relation entre les membres de l'équipe, ce qui est important dans la philosophie Komodo et l'organisation et la direction qui intéresse aussi, je sais, justement relativement les gens, de par le fait de l'avoir relu et entendu à travers les forums, de comprendre comment fonctionne la relation hiérarchique dans ces projets, dans ces développements technologiques. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être sur un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Alors, bonjour à tous. D'abord, je m'appelle Philippe Martin, Mehta Philibert, et je ne suis pas vraiment développeur, plus opérateur de notaire, mais on s'améliore tous les jours. Alors, l'histoire de Komodo, ça commence en 2014, donc c'est déjà assez vieux. Ça s'est concrétisé autour d'un projet qui s'appelait Supernet à l'époque et qui tournait sur NXT. Et NXT est une plateforme à l'époque qui fonctionnait plutôt pas trop mal et qui a accueilli en son sein, je vais dire, la vision du développeur de Komodo, le lead dev qui s'appelle JL777 ou James Lee. C'est un pseudonyme, c'est un développeur qui est complètement anonyme, contrairement à tout le reste de l'équipe. Et lui, depuis le début, parce que j'avoue que j'ai suivi les débuts de Supernet sur NXT, c'est toujours la même vision. En gros, c'est fédérer les avancées technologiques et les différents avantages de toutes les cryptos qui voudraient venir se joindre au projet. Donc, fédérer les cryptos plutôt que de se battre entre elles. Je veux être le prochain Bitcoin. Je suis meilleur que tous les autres. Non, il a essayé de pouvoir faire en sorte de les faire interagir les unes entre les autres. Je décrire très rapidement ce qu'était Supernet à l'époque. Sur la plateforme NXT, JL777 avait mis en place un système qui s'appelait Multi-Gateway, qui permettait par exemple d'envoyer un Bitcoin vers... Il est converti, je veux dire, dans une adresse particulière qui se trouvait sur NXT, et vous aviez votre token sur la plateforme NXT. Et il y avait déjà une petite exchange décentralisée qui permettait
de le transformer en d'autres cryptos qui faisaient partie du projet. Alors ça se passait pas trop mal, jusqu'en 2015 où là les développeurs d'NXT sont partis dans une direction qui n'était pas vraiment celle qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de rétrocompatibilité d'API et une augmentation des frais de transaction qui faisait que ça devenait très difficile d'émettre des tokens sur cette plateforme, en gros. Mais il existait déjà tout un système, il y avait une petite dizaine d'assets avec des revenus en fonction de l'utilisation de la plateforme qui étaient déjà existants et que, je veux dire, JS était très embêté de devoir abandonner tout ça. Mais il a bien fallu, et donc James s'est dit, je vais faire ma propre plateforme, comme ça je ne dépends de personne. Et il se trouve qu'à l'époque, quelque chose était en train d'émerger, et cette chose, c'est Zcash. Il a travaillé un petit peu avec les développeurs, et il s'est dit que ce serait très intéressant de forker Zcash. Et donc voilà, en octobre 2016, le premier bloc de Komodo est apparu. Et alors, pour faire la transition entre NXT et Komodo, il a mis en place une ICO, alors où des nouveaux investisseurs pouvaient investir en Bitcoin, et où tous les anciens investisseurs de NXT pouvaient également investir en Bitcoin Dark. Ça, c'était c'était la monnaie, je veux dire, leur technologie pour anonymiser les transactions à l'époque sur NXT. Et donc, tous les gens qui avaient investi dans le projet à l'époque ont vu soit leur coin swapper, soit toutes les assets qui étaient existantes sur NXT ont été convertis sur Komodo. Et les gens recevaient en un pour un tous les tokens s'ils avaient été des investisseurs dès le début. Donc ça ménageait la chèvre et le chou entre les anciens investisseurs, des nouveaux qui voulaient venir. Et c'est pour moi assez rare et assez équitable comme swap. Je veux dire, on a déjà vu beaucoup de projets. Le développeur commence son projet, puis tiens, il se dit je vais faire autre chose et il abandonne complètement le précédent, ça se voit fréquemment. Ici, on a essayé d'oublier personne. Et ce faisant, parce qu'il faut savoir que NXT était en système proof of stake, ce faisant, Komodo est en proof of work et James s'est bien rendu compte déjà en 2016 qu'il y avait était relativement facilement attaquable un système en POW, en proof of work, dans le sens où une attaque à 51% ne coûtait pas très cher. Et là, c'est là qu'est arrivée, à mon sens, l'idée la plus géniale du système, c'est que il a trouvé un moyen qui s'appelle le DPoW, Delayed Proof of Work, qui permet de notariser, on va dire, donc d'inscrire un état de la chaîne Komodo sur la chaîne du Bitcoin. Donc, toutes les 10 minutes, dans chaque bloc de Bitcoin se trouve le dernier état de la chaîne Komodo. Donc, s'il y a un problème, on fait un petit retour en arrière et je veux dire, les attaques sont évitées. Et la deuxième chose, c'est que sur cette plateforme Komodo, il est extrêmement facile de créer sa propre blockchain, qui est une vraie blockchain. Ce n'est pas une sidechain ou une child chain, ou que sais-je. On appelle ça des asset chains, et elles sont extrêmement paramétrables, ça on en parlera par la suite. Mais une fois que vous avez paramétré votre blockchain, vous avez deux nœuds, un qui mine et un qui fait du seed, et je vais dire, votre blockchain est vivante, elle avance, et elle peut être notarisée sur la blockchain de Komodo, qui elle-même est notarisée sur la blockchain du Bitcoin. Donc par effet de cascade, on obtient une sécurité, je vais dire, équivalente à celle du Bitcoin, sans avoir à utiliser des fermes de minage énormes et avoir de la puissance de calcul monstrueuse. Donc ça recycle, si on veut, la puissance de calcul du Bitcoin, ce qui est une très bonne chose à dire aujourd'hui, vu que le Bitcoin réchauffe la planète, soi-disant. Donc c'est un bon argument. Et donc voilà, l'esprit initial est resté. Et je vais dire, c'est simplement, c'est là avec des technologies nettement plus à jour, voire très avancées, et on s'amuse beaucoup parce que ça fonctionne plutôt bien. Et en deux mots, James est lead développeur, donc mais il dit toujours très simplement, moi je ne suis qu'un simple développeur C, qui même me suivent, et j'ai vu ça depuis 2014 se greffer des gens
au fur et à mesure. Il y en a qui s'en vont, quelques-uns, il y en a pas mal qui arrivent. Il y en a qui arrivent. Comment? Il y en a qui arrivent. Et il y en a qui arrivent, et des bons. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez organique et d'assez sympathique. Voilà. C'est important justement que les gens saisissent que toutes les organisations sont pas identiques dans ce monde-là. Et puis, on est super content d'avoir justement plutôt, enfin, si j'ose me permettre, plus un ancien et plus un récent ici dans cette interview pour confronter aussi un petit peu les idéaux. Et donc, je trouve vraiment super cool cette configuration d'interview en tout cas. Le truc à savoir par rapport à ça aussi, par rapport au passé, parce on fait un petit peu en ordre chronologique, le passé, le présent, le futur. Métaphilibert est là, je pense quasiment, voire même avant le début. Métaphilibert a vraiment une vision du départ. Moi, je suis arrivé vraiment en cours de route. Je suis arrivé pour les élections les Notary Nodes en 2017, de façon totalement inconnue, et là où lui a plus ce ressenti de communauté forte, de communauté solide, de communauté qui va s'entraider, moi je l'ai aussi bien sûr cette vision, évidemment, sinon je serais pas là. Mais vu que je suis arrivé beaucoup plus tard, pour moi l'aspect vraiment prépondérant c'est communauté ouverte, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'étais complètement inconnu, je me suis présenté pour être Notary Node, les gens savaient pas ce que je faisais, les gens, enfin, tout le monde est à peu près anonyme dans ce système jusqu'à ce que on montre notre tête sur YouTube ou autre. Et du coup, je me suis mis à candidater, j'ai discuté avec des gens, j'ai parlé technique, j'ai appris beaucoup. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a été là pour me dire non mais arrête, ça sert à rien, ou ça a été tout le contraire en fait. Est-ce que tu serais capable de faire ça? Est-ce que tu as une idée pour faire ce truc-là? On va faire des tests techniques. Est-ce que tu as une idée d'implémentation? Comment tu verrais les choses? Je veux dire, c'est libre. Enfin, c'est libre dans tous les sens du terme. Vous pouvez à n'importe qui, à partir du moment où il y a quand même un minimum de compétences techniques, peut arriver et se dire tiens, j'ai envie de participer. Moi, je fais du dev web. Tiens, est-ce qu'il y a besoin? Moi, j'ai envie d'apprendre le dev, de tout ce qui est techno blockchain. C'est tout à fait possible. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a une demande de toute manière. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que forcément, il y a de la compétition, mais de la friendly compétition en fait. Les gens se tirent un peu dans les pattes forcément. Pour les élections, c'est normal. Et à côté de ça, je veux dire, une fois les élections passées ou une fois la compétition terminée, voilà. On en rediscute, on se réunit autour d'une bière dans un meet-up ou autre, on en rigole et c'est reparti et on bosse ensemble, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je suis là aujourd'hui parce que c'est ce que je cherche en fait. De toute façon, il faut pas se leurrer au niveau rien que professionnel, sans forcément être dedans au niveau professionnel, mais c'est vraiment ce genre de relation, le fait de pouvoir parler librement, de pouvoir attaquer n'importe qui au niveau d'un sujet technique, d'un sujet. Tout le monde est dispo tout le temps. C'est juste, c'est juste génial. Et donc, petit nouveau, mais bien content d'être là et bien ancré et content de connaître tous les gens qui sont sur le projet. Parce que du coup, c'est qui contrôlerait... Ah, je crois qu'il y a juste un petit écho, je suis pas sûr. Non, pas sûr. Bon, bref. Parce que du coup, c'est qui contrôle si maintenant il y a une personne qui voudrait venir créer son projet sur la blockchain de Komodo et finalement ils voient que, imaginons la communauté, ils voient que le projet c'est pas du tout ce que dans finalement la mentalité des développeurs sur Komodo. Il y a quelqu'un qui contrôle puis qui dirait par exemple, alors ça on recherche pas du tout sur la blockchain de Komodo ou autre, ou bien c'est comment ça se passe? Ça s'est encore jamais produit pour le coup. D'accord. À moitié quand même. À moitié, un petit peu. Oui, il y a des gens qui râlent un petit peu. Il faut que... C'est très simple, c'est un réseau de 64 opérateurs de nœuds. Ça, on parlera peut-être après comment ça se passe les élections, etc. Parce que oui, il y a des élections. Qui, je vais dire, choisissent ou pas d'intégrer la blockchain, une blockchain ou un projet qui ne nous plairait pas. D'accord. On en a le choix. Il y a
Il n'y a pas de réelle imposition, ni de... On n'a jamais eu je veux dire, la question s'est jamais posée jusqu'à maintenant, parce que la plupart des projets qui ont été lancés, ou des asset chains qui ont été lancés, sont des projets qui sont venus dès le départ, soit qui ont émergé de la part d'équipes qui bossaient déjà pour Komodo, ou alors de projets complètement extérieurs à Komodo, mais qui sont arrivés en disant, écoutez les mecs, ce que vous faites, ça nous intéresse, on a envie de profiter de telle fonctionnalité, le dépôt, ou de profiter d'être une asset chain et de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités que va permettre Komodo. On n'a pas eu le cas d'une asset chain qui aussi, on a eu le cas, on a eu, je sais pas si c'est une bonne idée de citer ce genre de truc, mais on a eu Call par exemple. Call, techniquement, pour expliquer le cas d'un projet qu'on, je vais pas dire qu'on supporte pas forcément, mais on avait quand même un petit peu de doute dessus. C'était clairement un scam. Mais je veux dire, on est qui, nous, pour dire, on offre une techno, on va permettre aux gens d'avoir quelque chose qui soit complètement ouvert, on va permettre aux gens de sécuriser, aux devs notamment, de sécuriser leur blockchain et de leur fournir tout un panel d'outils. Qui sommes-nous pour dire non, ce projet-là, on n'a pas trop envie. À la rigueur, la seule chose, c'est pour ça que moi je trouve ça un petit peu dangereux de dire il y a un projet qui arrive, un BitConnect style, un bon gros scam. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'équipe de Komodo est capable de dire non, vous développez pas chez nous, vous développez pas avec nous? Non. Le gars, s'il a envie de créer son scam, de monter son truc complètement, un truc son escroquerie, il y a personne qui va l'empêcher de faire ça. Si c'est évident, si. Alors oui, bien sûr, mais la seule chose qui va être possible de faire, c'est si vraiment nous, on se rend compte du fait avéré que c'est un scam, on va pas protéger la chaîne, on va dire non, écoute, ton truc, le truc que tu as monté, c'est quand même un petit peu pour entuber les gens. Nous, on n'est pas d'accord là-dessus, donc le seul pouvoir, je pense aujourd'hui, que Komodo a par rapport à ça, en tout cas que le noyau technique de Komodo, donc les notary nodes et le management et tout ça, c'est de dire non, on sécurise pas ta chaîne. Voilà, tu fais ce que tu veux. Je veux dire, t'es libre en fait. C'est comme si tu créais un ERC ou si tu fournis directement un Zcash de base, ou on sécurise pas ta chaîne. Mais en dehors de ça, on peut pas l'empêcher de créer la chaîne, etc. Ça, oui, voilà, alors ça me fait rebondir aussi sur. Il y a eu une interview il y a pas très longtemps. Enfin, une interview non, il y a eu un meet-up en Belgique il y a pas très longtemps. Suite à ce meet-up, il y a des vidéos qui ont été publiées sur le net. Donc forcément, les vidéos du meet-up. Et là, il y a des gens assez critiques, mais un petit peu virulents. Ils ont parti du principe de d'accord. Donc vous, les 64 notary nodes, vous avez un pouvoir suprême de pouvoir contrôler qui fait des chaînes sur Komodo ou non. Alors non. C'est le petit clin d'œil, et je pense que c'est à la fois je vais dire pas une revanche, c'est une réponse aux gens qui vont penser déjà, moi, avoir cette manière de penser là, et à la fois aussi pour expliquer comment ça marche réellement. C'est-à-dire que et là il était question notamment du système qu'a présenté Meta Philibert il n'y a pas très longtemps, le depot, donc la sécurisation des asset chains sur la chaîne Komodo qui va aller se sécuriser sur la chaîne Bitcoin. Comment dire, les 64 notary nodes ont le seul pouvoir le seul pouvoir qu'elles ont, c'est de déclencher un round de notarisation sur une chaîne particulière. Donc il faut naturellement que la plupart des opérateurs soient d'accord et fassent consensus. À partir de là, à partir du moment où on est tous d'accord, on va sécuriser cette chaîne. Le depot est lancé. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire non, je veux pas en entendre parler, celle-là, je ne la notarise pas. Mais en dehors de ça, on n'a aucune toute puissance, et il ne faut pas faire l'amalgame. Alors le système qui a été mis en place, aussi pour revenir, parce que c'est un petit peu la vision passée, et qui montre une vision sur l'avenir aussi, qu'a eu James quand il a mis en place l'ICO. Voilà, c'est une logique c'est quelque chose qui s'est fait sur du long terme en fait. C'est de dire nous on va faire une ICO, mais on va faire une ICO pas pour payer dans un premier temps, pas pour payer des devs, pas pour payer une infrastructure, non, on va faire une ICO pour payer principalement les frais de transaction
que les notary-nodes vont avoir on va dire, à brûler à chaque fois qu'ils vont vouloir notariser Komodo sur la chaîne Bitcoin. Parce que mine de rien, avec toutes les notarisations sur les 64 nodes, ça en fait quand même pas mal des transactions. Et du coup, les fonds de l'ICO ont principalement été réservés pour financer, je crois que c'est peut-être Meta pourra me corriger, 10 ans de notarisation. À peu près, oui. Voilà. Donc, ce qui a été mis en place à l'époque, donc du coup, quand la chaîne a été créée, c'est le système et c'est là que les gens, en général, confondent un petit peu tout. Et je trouve ça dommage parce que c'est ne pas vouloir voir les choses et en fait, on a tous une idéologie, une vision super top, cool, je vais dans la crypto, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de me passer des banques, j'ai envie de contrôler mon argent, de contrôler ma vie. Oui, mais bon, il y a quand même je veux dire, à partir du moment où on part sur une solution technologique où il y a eu des coûts d'infrastructure, il faut pouvoir avoir une vision et de se dire, bon, comment on va faire pour... Alors, payer les frais de transaction pour les notarisations, c'est fait. C'est fait via l'ICO, ok, bon, nickel, impeccable. Mais 64 nodes, quand même, aujourd'hui, on en est on a un compteur entre 52 et 55 chaînes, je crois, on notarise. Pour arriver à notariser 55 chaînes, il faut quand même un serveur assez puissant, fois 64. Donc, admettons, on fait le calcul très très rapidement, un serveur à 200 balles, 64 nodes, au mois, vous ramenez ça à l'année, vous dépassez les 100, 200 000 euros, quoi. Donc techniquement, il a fallu se poser la question de comment on fait pour avoir quelque chose qui soit à la fois autosuffisant en termes de serveurs et d'infrastructures, de paiement, de coûts serveurs. Il faut aussi un petit peu incentiviser quand même les opérateurs qui bossent sur ces serveurs parce que il y a des moments, c'est quasiment un job à temps plein, quand il y a des problèmes, quand on est attaqué, quand on rajoute des nouvelles chaînes, quand on fait des tests, voilà. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de dire, voilà, c'est simple, dans toute chaîne POW, on a un block reward de 1, 2, 5, 10, 3. Nous, James a dit, je vais faire en sorte que 75% des coins qui seront minés vont aller au notary node. 75% 75% de tout le mining part au notary node. Les 25% qui restent de Komodo, les 25% qui restent sont répartis entre le hash rate général et ça fonctionne comme une chaîne classique. Par contre, voilà, le système fait que 75% des blocs sont réservés au notary node. Pourquoi ? Tout simplement pour financer les coûts d'infrastructure. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens aujourd'hui voient un Komodo à 10 euros, à 10 $. Allez, tiens, on va prendre l'ATH à 10 $. Et les gens se disent, ah ouais, non, mais les gars, quand même, vous faites 1500 Komodo par mois gratuits, parce que c'est à peu près ce que génère une notary node. 1500 Komodo par mois gratuits, fois 10 $, les gars, à 15 000 balles, vous pouvez quand même vous permettre d'avoir une infrastructure, vous n'allez pas venir pleurer. Non, évidemment qu'on ne va pas venir pleurer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le Komodo a été lancé, cette vision-là a été de se dire, aujourd'hui, mon Komodo, mon token, il vient de sortir. Il vaut le prix de l'ICO, il vaut rien. 1500 Komodo, ça fait 50 balles, quoi. Ça veut dire que je vais demander à des gars d'investir entre 50 et 200 euros par mois, d'investir du temps et d'être à fond pour sécuriser la blockchain, mais au final, le gars, ça va lui coûter de sa poche, quoi. Donc, ils prennent un risque. En fait, il faut prendre la mesure de... quand vous voyez la difficulté de minage, il faut voir ça sur la globalité. Ça n'a pas été quelque chose qui a été mis en place du jour au lendemain, c'est quelque chose que dès la création du truc, l'inception de Komodo, on va trouver une méthode pour faire miner en minage facile les notary nodes pour couvrir les frais serveurs et les frais d'opération. Il n'y a rien. Je veux dire, admettons demain, le Komodo va montrer une stabilité à 10 balles mensuelles. Qu'est-ce qui empêche, techniquement, et je pense qu'il n'y aura même pas besoin de se poser la question, à mon avis, qu'est-ce qui empêche James, le lead développeur, de dire, bon, on a quand même 1500 Komodo par mois, ça fait quand même 15 000 balles, c'est un peu abusé, on va couper en deux, voilà, donc les notary nodes vont pas être très contents, mais ils vont quand même avoir de quoi vivre et se payer, notamment là, par exemple, ça finance un salaire, hein, pour bosser non-stop sur la node. On va réduire ces 75%, on va plus donner que 50 ou 25, suivant. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. En fait, il faut garder en tête que
un ATH est vraiment un pic de valeur ne signifie pas une moyenne sur 2 ou 3 ans. Et que c'est pas parce qu'avec une Notarinode, vous allez miner 15 000 Komodo que vous avez empoché 150 000 balles. Ah non, le Komodo, aujourd'hui, il est à peu près dans les 50 centimes. Il a été à $10, mais qui, je veux dire, est-ce que 100% des gens ont vendu à l'ATH? Je ne pense pas. Et le mining, s'engager sur une node et être Notarinode, c'est sur le long cours, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, je ne pense pas que le but des Notarinodes soit de je mine facile et je revends tout de suite. Moi, personnellement, j'ai plus une vision sur le long terme. Aujourd'hui, techniquement, les Notarinodes, pour la plupart, sont quasiment... On n'est pas loin d'être à l'équilibre. Je veux dire, on est limite dans le négatif. Mais c'est pas la raison qui nous fait arrêter, en fait. Je veux dire, il y en a pas qui ont abandonné. Les gens qui ont abandonné, donc ça reboucle un peu sur le truc, les gens qui ont abandonné au tout début de la saison de notarisation et absolument pas pour des considérations de tarifs, je pense. Donc, voilà, et j'invite vraiment, ça c'est très important, ça rejoint un petit peu l'aspect communautaire, l'aspect discussion. J'invite vraiment n'importe quelle personne, que ce soit pour une question de notarisation, une question de depot, une question de block reward, de mining, de configuration d'asset chain, à se dire, ces gens-là, les gens que vous voyez en vidéo aujourd'hui, Meta, moi, il y en a plein d'autres. Ces gens-là, ils existent et ils ne demandent qu'à aider et à vous donner les renseignements nécessaires. Ne partez pas d'acquis et on va dire, d'une vision erronée qui va se baser sur des suppositions. Venez voir de quoi il en retourne et découvrez par vous-même. Et là, vous vous rendrez compte, peut-être que vous tomberez accro du coup, mais vous vous rendrez compte qu'on est vraiment dans une démarche globale, et qui plus est communautaire. Yeah. Moi, c'est juste une petite question, c'est un petit détail, mais tu as dit que les coûts c'était à peu près $200 par mois pour miner pour un node, c'est bien ça? Alors, ça dépend des régions dans le monde. Hein. Si tu es c'est ça. En Amérique du Sud, par exemple, ça monte à $500 par mois facilement. D'accord. Et puis en Europe, tu peux tourner à 175, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus parce que tout ça prend beaucoup de place. Et donc, par exemple, les spécifications techniques qui étaient pour la précédente élection commencent à être un peu justes au niveau espace disque. Donc, peut-être, je dirais en moyenne $200-250 par mois, c'est une bonne moyenne. Et ça pourrait monter, ça, sur l'avenir, par exemple, dans une année? Est-ce que ça pourrait coûter 2000, par exemple, par mois? C'est possible? Oui, parce qu'on doit faire, aujourd'hui, on doit faire tourner toutes les chaînes, donc on doit avoir les 50 pour les 55, toutes les asset chains, et même des chaînes extérieures qui sont notarisées pour pouvoir le faire. Donc, rien que le Bitcoin prend déjà beaucoup de place. Si on ajoute tous les autres, ça prend de la place de disque dur, ça commence à prendre de la place en RAM, tu arrives à à mon avis, en 2020, on aura besoin de serveurs avec 128 Go de RAM, donc, voire plusieurs serveurs, il y a beaucoup d'asset chains, ça peut vite chiffrer, oui. Oui, voilà, donc ça, il faut être conscient de ça aussi, c'est quelque part aussi qu'un risque qu'ils prennent aussi, donc finalement le prix qui monte ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument aussi diminuer le pourcentage de leurs gains, parce qu'ils auront peut-être aussi des frais de plus dans l'avenir. C'est ça, mais en fait, c'est possible. Le principe oui, ce que lui voulait dire là, je pense que ça c'est dans le domaine du possible. Dans 5 ans, effectivement, ça nous coûte $3000 par mois. Et si le Komodo est à $10, ça reste quand même. Donc c'est possible qu'à un moment, ce genre de paramètres puisse être changé. Tout ça est organique et pourquoi pas. C'est bien de le savoir, exact. C'est vraiment une considération technique. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai lancé comme ça. J'en ai parlé à personne. Mais techniquement, c'est faisable. C'est-à-dire que il faut pas. Il faut pas partir du principe que c'est ancré dans l'ADN de Komodo on donne 75% de Notarinode. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est déjà dans un premier temps pour avoir une viabilité économique et de pouvoir se permettre d'avoir. Parce que quand même, je sais pas si les gens se rendent compte aussi, ça veut dire que vous payez quand même une équipe entre un, ça dépend du nombre de notes par opérateur, mais entre une vingtaine, trentaine et une soixantaine d'opérateurs, de gars qui vont devoir bosser sur la blockchain, qui vont devoir faire des tests, qui vont devoir faire tourner des serveurs 24/24 et qui sont les garants de la sécurité du truc. Une équipe de 64 personnes, c'est rarement gratuit en fait. Et là aujourd'hui, le truc qui est quand même assez magique, c'est que c'est pas loin d'être gratuit parce que la plupart des rewards de mining sont redistribués dans
coûts hardware en fait. Donc voilà, je sais pas si peut-être trop c'est pas forcément une bonne idée, mais il faut savoir que les places notamment, et ça c'est très très important de le dire, il y a des élections, il faut savoir que il y a des élections tous les ans. Tous les ans, vous allez avoir des élections qui vont fluctuer suivant de 1, 2, 3 mois à la rigueur. Mais en gros, la moitié des notary nodes va être remis en jeu à l'élection l'année d'après. C'est-à-dire que la base des nodes, des nodes les moins performantes, perdent leur spot et c'est remis en route et remis sur le marché, on va dire. Et les nodes sont bonnes à prendre via les élections de notary node. Donc, l'exemple le plus flagrant pour contrer tout ça, en disant c'est Komodo, c'est vraiment un cercle fermé, pour régler ça entre vous, entre notaires. Mais Meta est là depuis le début, il est notary node. Ok, bon, c'est vraiment dégueulasse, c'est du pistonnage, mais moi, techniquement, je suis arrivé, j'étais connu de personne. J'ai fait un PDF, j'ai fait un petit peu de test sur un réseau test, j'ai été assez positif dans mon speech. Et au final, j'ai été élu. Alors, gros coup de bol, mais je veux dire, qu'est-ce qui va empêcher n'importe quelle autre personne? Aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me demander comment tu as fait pour être notary node, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu as des conseils? Mais bien sûr, tout le monde peut rentrer. Il est évident qu'avec le temps qui passe, et notamment avant, on était en mode le passé, où on n'avait que des techs à droite à gauche qui vont se présenter. Aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus d'entreprises ou des techs justement qui se sont lancés au début, mais qui vont lancer des projets. Donc ça se professionnalise. Il est évident que plus le temps passe et plus la chaîne Komodo va continuer à survivre, plus les entreprises vont s'y intéresser, plus ça sera compliqué d'obtenir un spot. Mais il n'y a jamais rien il y a rien d'impossible en fait. C'est à partir du moment où on sait que la moitié des spots sont remis en jeu, il suffit de préparer sa campagne et les choses sont assez claires. Et c'est notamment pour en revenir à là. S'il y a des règles, si les règles doivent changer, notamment les specs techniques pour les serveurs ou quoi que ce soit, c'est annoncé. Ce sont des choses qui sont annoncées avant chaque élection. C'est-à-dire qu'un notary node en s'engageant sait de quoi il en retourne. C'est-à-dire qu'il va prendre sa décision. Aujourd'hui, le token, il est à 50 centimes. Je vais perdre 200 balles par mois si jamais je me lance. Celui qui se lance, il va pas pouvoir se plaindre par la suite. Il va pas pouvoir. Enfin voilà, il peut toujours se plaindre, bien sûr. Mais on est tous. Les règles sont les mêmes pour tout le monde en fait. Voilà, c'est les règles. Important à dire aussi, c'est que tu ne dois pas posséder de Komodo au départ pour te faire élire. C'est pas comme un masternode Dash ou autre. C'est la communauté qui vote pour toi, c'est les stakeholders qui votent pour toi. Et tu peux très bien arriver avec 0 et arriver à te faire élire. Voilà. Et Dewey, pourquoi je pense il s'est fait élire? On a été assez nombreux à remarquer dès le départ. Il arrive, il est très volontaire, il touche tout de suite, il chipote, il essaye, et voilà. Et je pense que les stakeholders ont tout intérêt à avoir le plus grand nombre de profils et à diversifier les opérateurs. Et voilà, moi quand je vois ceux qui sont arrivés cette année-ci, sur la grande majorité, ils sont tous extrêmement compétents, quoi. Quand on voit certains anciens qui étaient là un peu au départ par confort et puis qui vont se faire sortir cette année parce qu'il y en a quelques-uns qui travaillent pas trop bien ces derniers temps, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'ils en sont tout à fait conscients et ils laisseront tomber l'année prochaine. Mais ça permet chaque année d'avoir du sang nouveau et de fédérer les meilleurs, et au final, tu te retrouves avec un réseau qui est de plus en plus sécurisé parce que tu sais bien que les gens qui sont derrière ont tout intérêt à ce que ça tourne. Si tu restes toute l'année à ne rien notariser et à juste miner tes Komodo, bon, si c'est ça, je pense même que tu te feras sortir. Ce serait pas encore produit, mais c'est pas impossible. Et être dans les 30 premiers, c'est vraiment pas facile. Le seul critère pris en compte est le nombre de notarisations totales, donc des assets chain vers Komodo ou de Komodo vers Bitcoin, et tu peux pas te permettre d'être bon si tu vas voir ton nœud une fois par semaine, tiens, comment ça va, faut bien avoir bossé dessus pendant des mois et avoir automatisé le truc, parce que sinon, en 2 jours, c'est par terre. Bon, je mets une petite parenthèse. Dewey, il travaille 20 heures par jour, donc c'est un petit peu facile pour lui.
Non, ça me. En ce moment, c'est un peu tendu, mais c'est pas. C'est tellement une drogue que oui, c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Mais parce que j'ai trouvé un truc qui m'éclate en fait, parce que c'est aussi peut-être un appel à, je sais pas. Alors, on nous présente comme des développeurs. Perso, je suis pas développeur, je suis sysadmin. Je suis ingénieur système aussi. Voilà, j'ai pris mes études il y a pas très longtemps. Il y a des gens qui sont beaucoup moins développeurs que toi, hein, si jamais. Mais voilà, je suis pas développeur pur et dur, mais à partir il y a d'autres notarienotes qui sont pas développeurs, mais qui sont très compétents. Et parce que l'entraide en fait et le partage de connaissances, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire. Et ne serait-ce que rien que de parcourir toute la doc qui est disponible, je veux dire, j'ai pas vu beaucoup de projets avec autant de docs où vous voulez installer un liquidity provider, vous faites comme ça, vous voulez installer une notarinode, vous faites comme ça. Je veux dire, tout est public, tout est documenté, tout est mis à jour, donc c'est vraiment c'est à la fois reposant et stimulant de bosser avec ces gens-là. Ouais. Je voulais parler d'un point justement un peu sensible. On parlait des attaques justement sur les systèmes, parce que ça c'est quand même une préoccupation de la plupart des projets, surtout ceux qui font intervenir des liquidités, des grosses liquidités. Vous avez historiquement, parce qu'on est bien toujours dans le passé, historiquement vous avez des grosses attaques à recenser comme ça, dont vous êtes évidemment tiré puisque le projet est toujours debout, donc c'est que vous avez quand même réussi. Des attaques sur Comodo en lui-même, il y en a eu au tout début, pendant la première année, oui, dont une ou deux je vais dire, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui seraient capables de la lancer. Et là, je suppute, hein, je suis loin d'avoir la science infuse, mais on pense qu'il y a des gens qui ont été ou un peu inquiets de voir ce que James faisait, ou pas contents du passage de NXT à Comodo, bien qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et donc, au départ, oui, il y a eu quelques attaques bien solides. Et là, ça a été quelques opérateurs qui ont passé une ou deux nuits tous ensemble à essayer de voir ce qui se passait, à essayer de maintenir la barque à flot. Et alors, depuis une petite année, en tout cas, il n'y a pas eu d'attaque directe sur Comodo, à mon sens. Non, enfin, oui, tu me corrigeras, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose. En fait, il n'y a pas eu d'attaque, mais il y a quand même un fait qui est assez sympathique et à noter. Alors moi, j'aurais préféré que ça attaque, personnellement, parce que je suis. Ouais, autant y aller, oui. Voilà, j'ai envie j'aimerais prouver le système et ne pas pour dire ouais, regardez, on est les meilleurs. Non, juste pour dire regardez, ça marche en fait. C'est parce que il y a quelques mois, il y a un white hat, un hacker qui a dit écoutez, je vais attaquer Einsteinium. Einsteinium, quel rapport avec Comodo ? Alors, quel rapport avec Comodo ? Einsteinium, c'est un coin que Comodo protège via le depot. Et le gars, je ne sais pas comment il a choisi Einsteinium, au bout d'un moment, il s'est rendu compte, il a dit non mais attendez, Einsteinium, il est protégé par Comodo, le depot, j'abandonne. Oh, merde. Non, vas-y. Enfin, je veux dire, jusqu'au bout. C'est même limite, on a envie de lui dire, si tu veux du H, on va te donner du H. Quoi. Il n'y a pas de problème. Tu veux de la puissance de calcul, on va t'en donner. Bon, alors. Les équipes d'Einsteinium ont aussi quand même montré qu'ils étaient réactifs et l'attaque a été lancée. Il y a un petit bout d'attaque quand même été lancé, mais ça, au final, ça n'a rien fait. Et les équipes d'Einsteinium, sachant que l'attaque était prévue, ont renforcé le hash rate. Donc, le gars, ça lui a coûté un petit peu plus cher pour tester, mais je pense quand même qu'il a testé. Mais au final, il est très vite passé sur un autre coin. Donc, c'est-à-dire que on fait nos tests en interne. Si on parle de cette techno, c'est qu'on a confiance en elle, on sait que ça marche. Il y a toujours des glitches, il y a toujours la méthode parfaite n'existe pas. Mais pour moi, c'est c'est cette mentalité-là que je pense. Il y a beaucoup d'autres notarinotes qui avaient la même vision. Allez-y, mettez-nous à l'épreuve. Et justement, si ça passe, si vous trouvez une solution, très bien. Mais bravo, limite, je serais plus à vous féliciter qu'autre chose,
Et nous, ça va nous donner du boulot pour arriver à corriger le truc, parce que on sait que sur, on va dire une attaque de base, une attaque 50 de base, il n'y a pas grand risque. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand risque. Mais il y a plein d'autres vecteurs d'attaque, notamment qui ont été trouvés il y a quelques mois, qui sont à tester, qui sont à corriger, et il y a notamment des attaques, enfin on va dire des vecteurs d'attaque qui ont été trouvés où Komodo est sensible à ce vecteur-là, mais par défaut, toutes les autres blockchains le sont aussi. Enfin, je veux dire, que ce soit Bitcoin, Zcash ou autre, ce qui va affecter Komodo, il n'y a aucune autre blockchain qui va à la fin. Je veux dire, on est en cascade. Hein. On est Bitcoin, Zcash, Komodo. Donc, à partir du moment où si ça attaque Komodo, ça veut dire que de base, la fonctionnalité, il n'y a rien qui est prévu au niveau Zcash ou au niveau Bitcoin pour protéger ce truc-là. Donc, oui, on cherche des développeurs, on cherche du monde qui s'intéresse à la techno, pas que des développeurs. Je veux dire, n'importe qui peut participer. Il y a des besoins en termes de marketing, il y a des besoins. Et il y a tellement de projets annexes qui se montent que les besoins ne sont pas forcément aussi capitalisés ou centrés sur Komodo, mais aussi sur d'autres projets annexes. Donc, voilà, c'est attaquer Komodo, oui, on cherche aussi. Alors évidemment, pas une attaque. Enfin, voilà, il y a des attaques. On le sait. Il y a des attaques, on les connaît. On sait que. On en verra. Voilà, on en verra, mais c'est pas non plus une porte ouverte à dire venez nous attaquer non-stop. Mais c'est juste de dire, écoutez, on pense que j'ai la certitude, je peux me tromper, hein, mais que notre solution fonctionne. S'il y a des gens qui ont des idées justement pour arriver à passer outre, c'est justement ces idées-là, ces gens-là, dont on a besoin pour arriver à avoir quelque chose qui marche encore mieux, qui soit encore plus sécurisé et qu'on puisse en être encore un peu plus fier. Donc, n'hésitez pas. En interne, il faut savoir aussi que il y en a beaucoup qui aiment bien chipoter et casser le truc, tu vois. Tiens, et si je fais ça, et si je pousse ça jusqu'au bout, et si je Dewey d'ailleurs fait une belle attaque au cours de l'année passée, et c'est intéressant parce que on prévient en général, ou c'est lors de round, dans son cas ici c'était un test, hein, on ne fait pas ça sur le réseau mainnet, mais on s'amuse, quand on arrive à casser quelque chose, en général on est content parce que ça fait un bug en moins, ça fait un vecteur en moins, et donc on est loin de se reposer sur nos lauriers, et c'est plutôt comme des enfants qui voient un mur avec plein de trucs, de petits blocs, et ils essaient de le casser pour voir ce que ça fait. C'est assez, comment je vais dire, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Si aujourd'hui, si maintenant il y a quelqu'un qui serait intéressé à rejoindre la communauté de Komodo, est-ce que c'est mieux de venir par exemple sur l'application directement de Discord, qui est finalement qui est vraiment incroyable avec tous les channels qu'ils ont, c'est bien organisé. J'ai vu que pour tout suivre, parce que je suis sur votre Discord, tous les jours je regarde un tout petit peu, mais pour tout lire il faut être des heures et des heures dessus. Avant on était sur Slack, alors t'imagines, il y avait tellement de monde, au bout de 2 jours, sur toutes les channels tu perdais l'historique. C'était horrible, tu devais être tout le temps dessus. Ouais, rien que Discord pour le coup c'est bien, mais il y a beaucoup de contenu. Il y a vraiment beaucoup, mais le premier point, c'est de toute façon le meilleur média, médium, ça doit se dire médium, meilleur médium pour communiquer, là où vous allez pouvoir retrouver tout le monde en fait, c'est vraiment Discord. Alors le Discord, attention quand même, parce que quelqu'un qui arrive sur Discord qui n'a pas forcément l'habitude, il y a quand même un nombre, je vais dire, il doit y avoir une 50aine de canaux, c'est énormissime. Ça fait peur. Il faut dans un premier temps aussi se dire, j'arrive, je découvre, il y a des canaux par langue, par langage, donc il y a un canal français, espagnol, anglais, russe, dans un premier temps, juste se concentrer sur les parties générales, le talk général, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça s'organise, les gens qui interviennent et tout, et le canal spécifique langage. Et après, à partir du moment où la vision est un peu plus claire, aller justement attaquer les canaux avec des questions vraiment spécifiques. Par exemple, j'ai besoin, j'ai envie de monter un projet, mais c'est un truc un peu expérimental, je sais pas trop où aller. Et justement, dans le général ou dans les autres canaux, les gens vont être capables de rediriger, c'est-à-dire c'est plus de l'expérimental, du test, autre. Va voir chez KMD Labs. Donc c'est tout simple, c'est juste
canal sur le Discord Komodo. Et là, vous allez retrouver tous les gens qui vont essayer de casser des trucs tous les jours pour arriver à trouver des bugs. Excellent. Et qui montent un réseau aussi alternatif de notes. Enfin bref. Voilà. Tiens, moi, j'ai des idées de marketing ou autre. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il y a vraiment un canal qui va être dédié à chaque fois où vous allez pouvoir retrouver un canal où vous pouvez parler aux notarinotes, par exemple. Je veux dire, c'est des vrais gens qui existent. On est toujours là. C'est Discord. De toute façon, Discord, et ne pas hésiter à participer, à aller demander. Il y a peut-être des gens qui vous répondront pas, mais la plupart, soit on va dire des officiels ou des réguliers, ou des notarinotes ou autres, sont toujours là pour répondre, et au moins, même s'ils n'ont pas le temps, vous dire, plutôt demander à ce gars-là, lui pourra t'aider, te renseigner. Ça, c'est vraiment super. C'est important pour toutes les personnes qui veulent un petit peu plus s'intéresser à Komodo, pas seulement pour y travailler, mais seulement aussi pour s'intéresser, s'ils veulent savoir tout simplement des choses. Il y a une communauté derrière, il y a des vraies personnes qui sont là pour vous aider, et puis c'est super important. On mettra de toute façon dans la description les liens de Discord et autres. On mettra aussi d'autres liens si il y a d'autres qui sont plus intéressants aussi peut-être. Venez sur la channel French, on est très sympa et très détendu. Voilà. Et on paye des verres. Oui, c'est vrai aussi. Pour ceux qui habitent en Belgique, faites gaffe. Je suis sûr que Meta il boit pas mal de bière. Ouf. C'est peut-être le moment de le lancer, le Komodo Beer sur le canal français. On vous offre une bière. Ah. Excellent. Dans la limite des stocks disponibles, j'ai dit. Je voulais dire par rapport à la philosophie, on voit bien, parce que ça c'est un truc où moi j'aime bien mettre l'accent, c'est qu'on a cette espèce de raccord à la décentralisation, du fait que tu as un accès quand même à plusieurs portails en direction de cette entreprise. Un petit peu l'inverse d'une entreprise classique où en fait tu as le info et puis encore des fois on te répond pas forcément parce que on considère que c'est pas un contact commercial, c'est juste un morveux qui veut avoir des informations. Et je veux dire, là on arrive dans un système où on peut rentrer de toutes parts et choper des connexions avec des gens qui ont d'autres trucs à faire, en soit normalement ils sont en train de développer, etc., mais qui vont répondre. Ce mot-là est très important, et je te coupe là-dessus aussi parce que c'est très important. Le mot connexion. Connexion, pourquoi c'est important? On est plus dans le présent là quand même, donc il y a par exemple, petite anecdote, Komodo va arrêter de faire du Z. Des transactions privées sur la chaîne principale. Komodo a décidé d'arrêter de faire du Z tout simplement parce que faire du complètement private sur la chaîne Komodo, ça ferme la porte aussi à des partenariats, à une ouverture aux entreprises, parce qu'il y a quand même cet aspect un petit peu dark qui reste. Et une décision qui a été prise, c'est de dire au 15 février 2019, on arrête le Z sur Komodo, ça sera plus vers une chaîne alternative où voilà, j'ai pas les détails, je connais pas les détails, mais justement pour dire. Je disais que l'option restait possible, mais elle est enlevée de la chaîne principale. C'est par une autre chaîne qu'on va devoir. C'est ça. Et du coup, nous, le Komodo, on va se concentrer sur le dépôt. C'est-à-dire que c'est vraiment la base, c'est le point d'entrée. En fait, le Komodo va être notarisé sur le Bitcoin. Et le Komodo va après notariser, les autres coins vont tous, eux, aller être notarisés sur Komodo. Donc, il faut vraiment que ce point-là soit super robuste parce que c'est lui qui va vraiment complètement finir la sécurisation en allant inscrire sur la blockchain Bitcoin. Donc voilà, Komodo a la vocation à ne pas être un endpoint, vraiment une destination finale. C'est-à-dire que c'est le point de départ. C'est un hub, c'est quand tu disais connexion, c'est exactement écosystème, un espèce d'OS, quelque chose, une plateforme. C'est ça, c'est pour ça que le mot connexion prend tout son sens, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez sur le Discord, vous avez la possibilité de vous connecter, d'être en relation avec des entreprises qui vont faire tourner des projets sur Komodo, avec des développeurs qui vont faire tourner des applis sur Komodo, avec des personnes qui font du marketing, des personnes qui font du design, des personnes qui... C'est vraiment un hub vraiment de compétences et qui va après redispatcher vers des entreprises ou des projets complètement privés ou publics ou open source. Il n'y a pas de limitation. Mais la notion de connexion ça résume bien quand même le concept. Oui, et pour
répondre à ta question, Greg, quand tu disais qu'on a le premier contact, c'est le @info ou quelque chose. Ici, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'entité légale, il n'y a pas de, c'est pas corporé du tout. Il n'y a pas de bureau. C'est une organisation pure, décentralisée ou horizontale ou organique, ou je sais pas comment tu peux appeler ça. Oui, c'est un cluster de compétences en fait. Voilà. Alors c'est un peu bordélique par moment, parce que tu peux très bien voir un type qui a dit tiens, moi je m'occupe de ça, et puis après 3 mois, non, on n'entend plus jamais parler. C'est arrivé, ça arrive de moins en moins, mais d'un autre côté, c'est extrêmement riche, et j'aime bien le mot organique, parce que c'est vraiment comme un organisme qui s'adapte à ce qui est en train de se passer, et dans un esprit, alors franchement, pour avoir côtoyé beaucoup de communautés crypto, de loin du moins, drôlement bienveillant et accueillant. Et ouais, ça c'est assez rare que pour être souligné. Il faut vraiment arriver et dire de grosses conneries et être très vilain pour qu'on te rejette. Pour qu'on te rejette, oui. Et encore, même on le dira gentiment, au moins 3 fois. Tu vois, les gars qui ne méritent pas du tout. Mais voilà. Parce que c'est très bienveillant, ouvert et. J'aime bien faire un parallèle avec des faits. Quand on annonce ce genre de truc, il faut vraiment être bienveillant, on n'est pas des méchants. Il s'est passé un truc il y a quelques mois aussi, le safe. Je pense que c'est pareil, on peut en parler. Il y a une équipe qui a décidé de dire bon, nous, on va forquer Komodo. On va faire la même chose, on va monter nos notary nodes, on va faire notre truc. C'est ouvert, je veux dire, il n'y a personne qui va les empêcher de faire ça. Sauf que ils l'ont pas fait comme il faut. Donc, ils avaient juste à demander, en fait. Je veux dire, James est allé les voir en leur disant vous n'avez pas fait comme il faut. Allwright est allé les voir, un des devs bosse énormément sur le projet. Ils sont allés les voir en leur disant mais les mecs, ça va pas ce que vous avez fait. Je veux dire, on pense que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Mais si vous laissez ça comme ça, vous n'êtes absolument pas sécurisé. Et je veux dire, en fait, ils ont forqué, mais ils n'ont pas changé les clés d'accès des notary nodes. Ce qui veut dire que n'importe quel notary node Komodo actuel pouvait se connecter et avoir l'easy mining. Donc c'est quand même une sacrée faille, c'est quand même un sacré problème. Et je veux dire, il suffit pas de remplacer Komodo par super safe Giga Xcoin pour dire bon voilà, regardez, nous on fait pareil. Non. Non, mais ça c'était un scam avéré, je le dis publiquement, rien à foutre. Voilà, alors, moi je sais pas, je sais pas du tout, mais moi je veux juste ce que tu as dit, ce qui était très important, l'air de rien, ils ont forqué Komodo, ça veut dire que tout ça est open source complètement. Tu veux lancer un fork de Komodo demain avec ton propre réseau de 64 notaires, pour Dieu sait quelle raison, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. Et tu vas même trouver l'équipe et tu lui demandes des conseils et ils vont t'aider à le mettre en place. Je veux dire, on est en concurrence directe. C'est un peu débile. C'est un peu comme les élections. Les élections, les mecs viennent me voir en me disant tu pourrais pas m'aider ou me dire comment tu as fait ou pas des contacts ou pas des. Ben non, si j'avais des contacts, je veux dire, je me serais pas galéré comme j'ai galéré pour l'élection. Mais soit. Je peux t'aider techniquement, je peux aider, je peux te former, je peux te montrer comment ça marche sur ma note, je peux te faire. Et le gars, au final, parce que j'en ai eu quand même 4 ou 5 comme ça, ouais, mais il est où l'intérêt pour toi techniquement? Parce que je vais me présenter l'an prochain et toi tu vas être là aussi, donc ouais, mais c'est le jeu quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. C'est cool, je veux dire, il va y avoir plus de compétition, il va y avoir des regards qui vont être différents. Il y a des petits moments de tension pendant les élections bien sûr, tout ça. Bien sûr. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup d'informations, parfois un peu même leurs petits trucs pour. Oui. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ce coin. C'est pas mal. Et c'est ce qui s'est passé avec ce coin, en fait. Et du coup, le fait d'aller les voir, leur dire vous faites pas ça comme il faut, j'aurais bien aimé être là parce que du coup, je me serais un petit peu amusé à faire 2-3 trucs. Mais il y a quelque chose qui a été fait, qui peut être vu. Voilà, c'est pareil. On n'est pas là forcément pour laver son linge sale en public, mais pour prouver qu'ils n'avaient pas fait les choses comme il faut, il suffit juste de monter une node, d'utiliser sa clé si on est notary sur le réseau qui vient d'être créé, de leur prouver, regardez les mecs,
je suis en easy mining, c'est-à-dire que je suis en train de vous pomper 75, enfin pas 75% parce que les notes sont limitées à un bloc sur 64, mais imaginez, vous avez toutes les notary notes qui se ramènent, vous pouvez même plus miner vos coins, quoi. Je veux dire, il y a une grosse faille dans votre truc, on vient de vous le prouver. On est à même, on est apte à vous aider à résoudre le truc. On va même pas vous faire payer, je veux dire, c'est juste pour vous aider quelque chose qui marche et de dire que vous utilisez la tech Komodo, mais vous le faites bien. Voilà, vous n'allez pas lancer un truc en disant c'est Komodo et vous pétez la gueule, parce qu'après on va dire que c'est de notre faute ou que c'est le système qui est mal foutu. Non. On vous propose de vous aider. Et la réaction n'a pas forcément été la meilleure. Ça a été, ils ont fait un rollback de la chaîne, ils ont blacklisté à peu près tout le monde. Et en gros, ils ont accusé Komodo de les avoir attaqués, piratés, machin. Non, mais c'est un vaudeville. Et voilà, un autre appel, alors j'ai absolument pas le temps pour ça aujourd'hui, mais techniquement, il y a un mec de Safecoin qui est français, francophone, qui voit ce truc-là, qui se dit, ouais, c'est con quand même, on pourrait pas arranger le truc. Mais il n'y a pas de souci, venez en discuter. On est contre personne, je veux dire, il n'y a pas de. À partir du moment où les relations sont cordiales, où on se comprend et où les gens vont comprendre qu'on est juste là pour aider, en fait, on n'est pas là pour faire chier, voilà, vaut mieux demander un conseil plutôt que d'aller droit dans le mur. Et là, je pense que malgré la façon de faire n'a pas forcément été la meilleure, mais ça a quand même évité aussi, parce que quelqu'un qui lance une chaîne Komodo qui dit on est protégé, se fait attaquer, les utilisateurs se font piquer leur coin. Qui est-ce qu'on va accuser? Parce que les mecs de la chaîne, forcément, ils vont des pop. Il n'y aura plus personne. Tech Komodo, Tech Komodo, c'est de la merde. Mais non, l'implémentation, l'installation, la configuration, la compréhension du truc, n'ayant pas été fait de base comme il faut, ça ne pouvait pas marcher. Donc, on est là pour proposer ce genre de truc. Et on le propose, je veux dire, je sais même pas si c'est payant, je sais même pas si, à la rigueur, le seul avantage de proposer, enfin, c'est pas un avantage pour nous de proposer ça, parce que techniquement, ça va nous enlever peut-être une partie de business ou autre, mais on part du principe que aujourd'hui, on a les gens qui sont formés, on a les gens qui sont opérationnels, on a des notes qui tournent très bien et l'infrastructure est déjà en place. Quand on estime un coût d'infrastructure entre 100 et 200 000 à l'année, une entreprise qui veut faire protéger son petit coin va préférer, je pense, payer 300 Komodo à l'année, donc aujourd'hui l'équivalent à peu près de 150 €, un peu plus, plutôt que de claquer 100 000 balles dans une infrastructure à monter. Après, chacun ses besoins, mais voilà, on part de ce principe-là, on est dispo. Voilà, ne pas hésiter. Oui, c'est. À contrario, on a eu aussi quelques projets qui ont juste, alors là pour le coup, forqué pas forqué tout l'écosystème, c'est-à-dire pas les notaires, etc. Ils ont juste forqué la chaîne en essayant d'ajouter certains paramètres. Tiens, je vais changer un algorithme. Tiens, je vais essayer de rajouter quelque chose. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec les développeurs de Komodo qui ont dit c'était une bonne idée, ça, on va l'implémenter chez nous aussi. Tu vois, un peu comme des bactéries qui peuvent s'échanger leur ADN à certains moments, des choses comme ça. Tout ça est très mouvant. Je suppose qu'on parle de virus. Oui. Voilà. Alors virus, pour expliquer aussi, parce que voilà, toujours, enfin voilà, je vais essayer, ça va être un petit peu plus long, mais mettre des faits et citer le truc. Virus, c'est un coin qui a été lancé il y a quelques mois de ça, et qui a une vision particulière, qui a créé un nouveau hash complètement différent des hashes classiques, qui fait que le mining est facilité sur un ordinateur, un serveur ou autre. Voilà, on n'a pas besoin d'une carte graphique, d'un ASIC ou quoi que ce soit pour miner. On garde ça vraiment de façon. Alors bien sûr, aujourd'hui avec la puissance qu'il y a dessus, il faut rejoindre un pool, c'est mieux. Mais voilà, ils ont développé un algorithme totalement différent. PM a vu l'algorithme, c'est plutôt cool ce truc-là. Allez, on va le rajouter. Comme ça, on ne va pas avoir besoin de forquer le virus. Je veux dire, juste en créant cette chaîne avec un paramètre, on a le virus H. Pas de problème. Mi-POS, mi-POW. Voilà, tout à la demande, en fait. Donc, c'est les infos et comment matérialiser ça. Les infos et la créativité et les aspects techniques vont aussi bien partir de Komodo et rayonner sur les chaînes filles, c'est pas des chaînes filles, c'est des chaînes indépendantes.
ça me fait mal de dire ça, mais vont rayonner sur toutes les chaînes qui vont s'appuyer sur la tech Komodo. Mais si jamais il y a une chaîne qui propose quelque chose qui est mieux, pourquoi s'en priver? Et voilà, on est en capacité de pouvoir intégrer d'autres modifications, des améliorations en direct. C'est l'agilité de base de la vision de James aussi et de l'organisation des équipes techniques. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup, hein. C'est surtout qu'on voit que déjà James, il le dit lui-même, il se sent pas forcément le patron. Il dit ouais, je suis aussi un développeur, je suis comme les autres. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on voit. C'est une philosophie qui est finalement beaucoup plus ouverte et beaucoup plus finalement partage. On le ressent d'ailleurs chez Komodo. Et dans beaucoup d'autres projets, souvent on parle d'argent. C'est ça la crypto-monnaie, surtout en 2017, c'était 2018 aussi, c'était on veut gagner de l'argent, donc on va essayer de prendre toutes les opportunités possibles, on va forquer Komodo par exemple parce qu'on a peut-être plus une opportunité de gagner encore plus d'argent, imaginons, hein. Et ben la philosophie justement que j'ai l'impression que vous avez et d'autres personnes aussi dans la communauté de Komodo, c'est que c'est plus le partage et de grandir tous ensemble, c'est pas de gagner seulement de l'argent, c'est parce que il y a une passion derrière et puis il y a beaucoup de potentiel, mais ça sert à rien. Sur la technologie, ça ne sert à rien d'avancer tout seul. Il faut avancer en étant tout un grand groupe. On avance beaucoup plus vite à plusieurs, exactement, en serrant les coudes et en mutualisant les compétences, les capacités techniques de chacun qui peuvent être marketing, commercial, business, quoi que ce soit. À partir du moment où on est dans une démarche collaborative et communautaire, on ira beaucoup plus vite qu'un projet qui va s'isoler dans son coin et qui va vouloir avancer tout seul, parce que on va avoir la possibilité, et c'est ça qui est très très fort, de dire bon alors dans mon projet j'ai besoin d'être notarisé, mais je veux pas faire, je veux une asset chain spécifique, je vais aller demander à ce mec-là. Oui, mais là j'aimerais bien une application pour faire je veux lancer une DICO, donc une ICO décentralisée. Ah mais qui c'est qui peut, ce mec-là il peut m'aider. Ouais mais pour mon coin j'ai besoin de serveur SPV parce que sinon ça va être un peu la galère. C'est lui qui gère. Alors ça c'est BlackLocker, ça c'est CP, ça c'est, et on va être vraiment en capacité c'est vrai, la pluricompétence de dire écoute, moi je suis pas franchement au top du top sur ce sujet-là. Par contre, lui il sait faire, lui il est dispo, et lui a monté une boîte ou quoi que ce soit où lui va pouvoir être disponible. Écoute, va lui demander. Il va pouvoir te renseigner dans un premier temps, et si tu as besoin ou quoi que ce soit, si jamais le tarif te convient pas, la réponse te convient pas, tu viens me voir, tu me redemandes, et puis si j'ai d'autres idées, je te redirige. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment on n'est pas en silo, enfermé. On est vraiment un peu comme à l'image du Discord. Il y a tout le monde en vrac sur les canaux. Il faut arriver à trouver les bonnes personnes, et à partir de là, l'entraide est prédominante. Ouais. Est-ce qu'il y a par hasard encore 2-3 points importants quand même que vous aimeriez parler, peut-être en moins de 5 minutes, qui sont quand même très importants, qu'il y a aujourd'hui quand même dans la communauté de Komodo ou autre, ou est-ce que vous pensez que vous avez déjà parlé un tout petit peu de chaque petit détail? Au niveau communauté ou au niveau Komodo en général? Peut-être plutôt Komodo en général, disons. Un sujet qu'on n'a pas abordé, pour faire très rapide, ils ont un système d'exchange décentralisé, une DEX, une vraie DEX, qui fonctionne autour d'Atomic Swap, donc c'est la manière la plus atomique de faire, la plus petite possible de faire entre deux blockchains, qui ne nécessite aucun tiers, aucun serveur tiers, c'est pas comme pour citer quelqu'un, pas comme Waves ou autre où tu dois utiliser leur système. Ici c'est chacun se parle relativement facilement avec le protocole de blockchain à blockchain, donc il y a vraiment pas d'intermédiaire. Ça c'est drôlement intéressant, même si ça reste le problème de toutes les DEX aujourd'hui, c'est que tu n'as pas énormément de volume, et comme il n'y a pas énormément de volume, il n'y a pas énormément de monde qui vient, et puis comme il n'y a pas énormément de monde qui vient, il n'y a toujours pas de volume, donc tu as beau avoir un DEX qui marche au top du top, s'il n'y a pas d'utilisateur, de toute façon, ça restera un DEX qui ne sera pas utilisé. Non. Donc ça c'est un bel aspect, ça te permet d'échanger tout ce que tu veux sans avoir à éventuellement faire un KYC sur une exchange centralisée où tu peux te faire pirater, que sais-je. Je pense qu'un des fondements de Komodo, c'est la réappropriation de la propriété. J'ai ce token, j'ai envie de l'échanger avec quelqu'un d'autre. On est d'accord sur un prix, sur quelque chose, et je vois pas pourquoi il doit y avoir un intermédiaire entre les deux. Exact, tout à fait. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo là-dessus avec Greg. On va peut-être essayer de prendre d'ailleurs quelqu'un de la communauté de Komodo, s'ils sont naturellement ouverts à vouloir bien expliquer exactement le barter DEX ou bien l'hyperdex.
Et parce que c'est un point important, c'est le début naturellement, hein, mais c'est une belle avenir, l'avenir de l'Atomic Swap. Je pense qu'il est il est très grand, mais on est au tout début. Je crois qu'ils ont fait 100 000 transactions, je crois, avec l'Atomic Swap. Ah oui, une centaine de milliers, oui. Ouais, une centaine de milliers. Ouais, mais c'est sur dexstat.info. Okay. C'est lent, évidemment. Par exemple, tu fais un Atomic Swap avec Bitcoin, ben, ton Atomic Swap, faudra attendre au minimum 10 minutes qu'il soit confirmé. Donc, c'est pas du high frequency trading où avec des API à faire comme un fou. Non, c'est plus lent, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais philosophiquement, je veux dire, ça te rend totalement autonome, quoi. Ça, c'est un peu dans l'esprit. Et ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Ok, ouais, exactement. C'est un aspect important quand même qu'on n'a pas abordé là aujourd'hui, le DEX. Donc voilà. Top. Non, mais c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup. Greg. Alors, juste faire les usages. Je t'ai pas beaucoup entendu aujourd'hui. Bah non, mais c'est bizarre. C'est malheureux. Non, je voulais juste faire les usages. Donc déjà remercier, déjà dire que c'est pas la première vidéo sur la technologie Komodo qu'on fait, puisqu'on a déjà procédé à un interview de Lionel Janra. Donc vous aurez qu'à aller sur la chaîne Crypto Trading et puis taper dans le moteur de recherche en fait Komodo, le mot-clé. Vous tomberez donc immédiatement sur ces deux vidéos. Et puis la première qui était aussi dans une ambiance assez détendue, au bord du lac, avec une bonne bière, et Lionel Janra qui est un notarinode ici à Neuchâtel. D'ailleurs qu'on remercie infiniment. On connaît bien et qu'on salue d'ailleurs. Voilà, qu'on salue respectueusement, et puis qu'on remercie surtout parce qu'il nous permet de réaliser ces vidéos. Il nous a mis aussi en contact. Donc ça montre à quel point, voilà, si on s'intéresse, on tombe tout de suite sur les bonnes personnes. Et ça profite à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, allez rejoindre donc les groupes Discord dont on mettra les liens sous la vidéo. Oui. Si vous êtes dans le zèle, n'hésitez pas à slapper du pouce bleu parce que ça permet de faire connaître la vidéo. Vous voyez que la communauté est saine et puis que les gens sont formidables. Donc, 3-4 bonnes raisons de slacker du pouce bleu. Et c'est gratuit. On en a beaucoup parlé, mais on va accueillir on va accueillir tout le monde. C'est-à-dire, on va accueillir à la fois les enthousiastes, à la fois les business qui veulent, chefs d'entreprise qui veulent lancer quelque chose, les tech, les développeurs, les gens qui sont juste intéressés. Mais on va aussi accueillir les gens qui sont complètement contre, je veux dire, mais qui ont une capacité, on va dire, d'argumentation, de dialogue, parce que sans dialogue, de toute façon, sinon on n'arrivera à rien. Et dans ce cas-là, autant ne pas essayer, quoi. Le but, c'est d'avoir un dialogue. Mais si un des points qui a été évoqué, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, si un des points qui a été évoqué n'est pas clair, vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, ils sont abordables, ils sont disponibles et ils demandent que ça, en fait, à expliquer les choses. Voilà, donc n'hésitez pas, tout simplement. N'hésitez pas. Et surtout, vous avez un projet aujourd'hui qui fonctionne sur un ERC20 ou ERC je ne sais pas combien. Ça va pas bien se passer, venez chez nous. C'est important ça. Oui, parce que si on... Super. On est vachement plus souple et on peut tout faire. Ou presque. Voilà, c'est assez peu probable que ça arrive, mais l'Ethereum peut aussi disparaître et à ce moment-là, les chaînes qui en découlent pourraient se retrouver dans des situations inattendues. Alors là, c'est pas pour faire du Ethereum bashing gratuit, mais je veux dire quand tu vois que quelques petits chatons font tomber tout le réseau pendant de nombreux jours, ça laisse, comment je vais dire moi, présager de gros problèmes en cas d'adoption massive. Oui, tout à fait. Ouais. Ce genre de soucis que tu ne trouves pas chez Komodo. Exact. Alors, je voulais profiter de répéter juste le remerciement pour Meta et Dewey qui nous ont accordé cette entrevue super sympa, super enrichissante, ultra transparente surtout. Merci beaucoup. Je voulais aussi rajouter que donc on va enregistrer à la suite une deuxième vidéo qui va parler du futur de la techno, de la blockchain Komodo et des projets Komodo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, on va procéder à la suite et puis vous les trouverez dans la suite du feed, quoi, simplement. Voilà. Merci à tous alors. Merci à tout le monde et puis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.